Lui, c'est un artiste camerounais qui a su se faire une place de choix dans l'univers des arts visuels. À la fois peintre, illustrateur et BDiste, il est doté d'un talent pur, mais est avant tout un véritable passionné et un travailleur acharné. L'une de ses particularités est qu'il fait partie de la shortlist des personnes qui savent s'accrocher à leurs rêves. Et même si aujourd'hui il estime ne pas encore avoir atteint les étoiles, il réalise des œuvres magnifiques qui captent facilement l'attention et suscitent l'admiration d'un grand public aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Mesdames et messieurs, Martine Ngola est l'artiste d'exception sur Gilles Artiste TV. Bienvenue. Martine Ngola. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Gilles Artiste TV. Merci. Normalement, c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Le plaisir, c'est pour tout le monde, surtout pour moi qui suis à l'honneur. Comment tu vas? Très bien, merci. Super. Alors, Martini, ce diminutif-là vient d'où? Parce qu'on sait que ton nom, c'est Martinien, Roméo, Gola, Bala. Qui a eu l'idée de réduire cela à Martini? Voilà, la réduction vient de la personne qui me donne ce nom, ce prénom, donc ma mère. C'est elle qui m'appelle Martinien, et c'est elle qui commence à m'appeler Martini. Donc, je suis tellement attaché à mes gens que bon, ce nom-là me tient à cœur. Je n'ai pas voulu changer, c'est pour ça que je me fais appeler ainsi. Et c'est un très beau nom, Martini Ngola. Ah, merci. Aussi très original. Voilà. Alors, tu es passionné d'art visuel depuis l'enfance. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Comment est née cette flamme-là pour les arts visuels? Voilà. Déjà, chez nous, les arts graphiques, c'est inné. Oui. Et ma maman a dessiné pendant un temps de sa vie. Mon père l'a fait aussi. J'ai des oncles qui l'ont fait. Et ça fait que quand on est chez nous, tout le monde dessine. Alors, quand je nais, je trouve mes grands frères qui le font déjà. Après, quand l'enfant apprend à jouer, ce n'est que ce que tu vas faire que tu fais. Voilà comment je commence. Et puis, j'ai fait ça dans la masse avec les autres jusqu'à ce que ça devienne une passion plus forte que celle des autres. Et puis, j'ai voulu persister dedans. Voilà comment tout commence. Ouais. Et plus tard, tu fais des études à l'IFA? Oui. Spécialité peinture. Toujours grâce à mon père, parce que quand j'ai fait la classe de CM2, c'est lui qui m'appelle un jour pour me dire que bon, dès que tu prends ton CEP, je t'envoie faire les arts graphiques. C'était bon. Mais bon, les contraintes familiales ont fait que ça ne puisse pas être l'année de l'obtention de mon CEP. Et plus tard, après mon CAP, il a tenu sa promesse et puis voilà comment je vais à IFA en Balmayo. Mais une fois que tu sors de l'IFA, tu es compétent dans le domaine de la peinture. Tu aurais pu te limiter à ça, rester vraiment dans ce cercle-là, mais tu décides d'apprendre le manga, les bandes dessinées. Pourquoi? Voilà, le manga, c'est ce qu'on apprend sans même aller à l'école. Je veux dire, le dessin d'abord, ensuite le manga, avant la peinture. Pourquoi? Parce que quand on était au secondaire, il y avait toujours un camarade qui arrivait avec une bande dessinée et c'était généralement Dragon Ball Z. Voilà. Si c'était pas Dragon Ball Z, c'était des magazines Shonen Jump. C'est par là que la passion commence. La télé même n'a pas eu très grand effet à cette période parce qu'on n'était pas au courant des bandes dessinées japonaises. Mais c'est quand je vois les premiers supports papier de Dragon Ball Z que ça m'accroche. Voilà comment je commence à m'intéresser à la chose, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, Haralé et tout ce qui va avec. Voilà comment je m'accroche au manga. C'est vrai qu'avant ça, j'avais déjà découvert l'univers de la franco-belge, les comics américains. Parce que mon père était un grand lecteur de bandes dessinées. Ça fait que tout petit, déjà, on allait dans la chambre, il avait toute une cuvette. On prenait ces bandes dessinées, on reproduisait, on faisait ceci. C'était déjà notre truc, quoi. Mais quand je découvre le manga, l'amour pour le manga est devenu plus fort. Et j'ai voulu faire quelque chose dans ce sens-là. Et puis, je me suis pas limité à dire, bon, je vais faire du manga ou ceci. Mais je me suis toujours contenté d'apprendre tout ce qui passe par là. Ça veut dire, le manga arrive, j'essaye de faire franco-belge, comics. Voilà comment j'ai essayé de trouver ma voie. Ok, super. Et il y a eu vraiment de la passion. Est-ce que c'est facile pour tout le monde d'apprendre le manga en autodidacte? Est-ce que tu t'es formé en autodidacte? Tout part de la passion. Donc, du moment où on est passionné, il n'y a pas de limite. Et je dis souvent, le don pour moi, c'est l'amour qu'on a pour quelque chose. Quand on aime quelque chose, on est prêt à faire le sacrifice en temps et en énergie qui va avec. Mais si on n'aime pas, on aura toutes les contraintes du monde et puis on va se trouver les excuses après. Mais quand on aime, on ne résiste pas à ça. Par exemple, il y a des périodes où les parents disaient, je ne veux plus te voir dessiner parce que des fois, ça jouait sur les études. Pendant que les autres sont en train de suivre le cours, tu es tenté de dessiner.
Et quand le parent l'apprend, il est obligé de te dire que bon, je ne veux plus voir de ça. Mais vu que tu es passionné, tu ne peux pas lâcher. Oui, tu peux pas lâcher. Ça fait que quand le maître ne surveille pas, le parent ne surveille pas, tu vas toujours trouver un temps pour le faire. Ça veut dire que si on est passionné, tout est possible. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, tu es dans l'univers de la peinture, tu es également dans l'univers du 9e art. Qu'est-ce qui l'emporte? À quelle activité est-ce que tu consacres le plus de ton temps? Pour le dire, je préfère dessiner, pour être vrai. Okay. La peinture, c'est ce que j'ai fait à l'école. Mais je la trouve beaucoup trop contraignante. Voilà pourquoi je la fais que sur commande. Quelqu'un ne peut pas me trouver chez moi en train de peindre pour rien, jamais. Si j'ai une commande qui arrive, je fais, je quitte dessus. Je n'aime pas vraiment peindre. Mais je fais parce que c'est ma profession. Mais ce que je préfère plutôt faire, c'est le dessin. Et notamment la bande dessinée. Donc voilà l'équilibre entre les deux. Donc, Martin Ngola est plus illustrateur, dessinateur que peintre. Voilà. Mais il fait les deux à la perfection. Peintre de profession et BDiste par passion. Voilà, mais c'est la passion qui pèse sur moi maintenant. Oui. D'accord. Alors, tu as travaillé sur plusieurs projets, que ce soit en solo ou bien en groupe. Déjà, en 2017, tu intègres Black Trek et là, vous avez eu à faire une œuvre collective intitulée Hilalstine. Oui, Hilalstine. J'espère que c'est comme ça qu'on appelle en Afrique du Sud. Aussi, je l'espère. Ça signifie quoi? Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre-là? Hilalstine, ça veut dire pierre univers. En fait, dans le projet, c'est la mine d'or. Si je dois comparer un manga japonais, je vais dire c'est le One Piece. Sauf qu'on dévoile pour nous au début de l'histoire. C'est ce bien précieux-là que l'univers recherche. Parce que la bande dessinée en elle-même parle de colonisation. On a juste utilisé la forme de robotique. L'univers super développé pour parler d'esclavage. Donc, Hilalstine, c'est un peu, ça résume en quelque sorte le pétrole africain, la forêt et toutes les richesses africaines. C'est ça qu'on a appelé Hilalstine dans notre projet. Donc, quand quelqu'un regarde le projet, qu'il sache que Hilalstine, c'est ce qu'il y a de plus important dans le projet. C'est tout ce qu'il y a à savoir de Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette œuvre-là? Voilà, la particularité de cette œuvre est qu'elle parle de notre histoire en premier. Ce n'est pas de l'art pour l'art. Ce n'est pas l'envie de dessiner les robots qui nous mène jusque-là. Mais c'est l'envie de parler de notre histoire d'une manière un peu plus efficace. Oui. Parce que quand on pense à l'univers colonial, d'abord, le chara design ne sera pas assez riche si on devrait aller dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire dessiner les choses telles qu'elles sont. Ça fait que pour ce qui est de convaincre les plus jeunes, ce n'est pas déjà aussi efficace que lorsqu'on dessine des robots, par exemple. Tu dessines des robots, des belles formes, de beaux vêtements, l'enfant est captivé déjà. Maintenant, c'est après qu'il ira savoir que, bon, ce qu'on me disait, c'était d'écouter l'histoire de mes ancêtres, ainsi de suite. Donc voilà l'originalité et la force de notre projet. Voilà. Et d'autre part, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'œuvre africaine ou camerounaise déjà, pas africaine, œuvre camerounaise qui se base sur la forme de robotique, forme de futurisme tel que nous la développons. Donc ça, c'est ce que nous avons d'original, mon scénariste et moi, sur ce projet de vie. D'accord. Et puis, tu nous viens avec Ivuman qui a eu un grand succès. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la signature du tout premier contrat à l'international. Là, c'était en 2019 pour le projet collectif pour une couleur de peau. Ça a été publié aux éditions L'Harmattan. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là? Un tout premier contrat à l'international, qu'est-ce que ça fait au cœur? Voilà, c'est la première étincelle, après tout. Parce que vous voyez, j'ai travaillé durant des années parce qu'il arrivait des fois où je dessinais pour rien. Je n'avais pas d'autre raison que ma passion pour dessiner. Donc, je dessinais pour rien, je faisais comme ça. Et du moment où je pouvais dessiner pour recevoir quelque chose en retour, c'était un grand pas. Et déjà que mes parents sachent que la formation qu'ils m'ont fait faire, ce n'était pas en vain. Parce que pour beaucoup, quand tu fais des formations comme ça, c'est un signe d'échec. Je me rappelle, j'ai eu un professeur qui nous a dit ça. Bon, c'est vrai qu'il blaguait, mais il a dit, vous avez pris un très grand risque en devenant artiste. Et donc, on travaille toute la vie pour nous prouver qu'on ne s'est pas effectivement trompé. Si des gens réussissent ailleurs, pourquoi pas nous? Donc, le fait de signer ce premier contrat m'a vraiment motivé. Ça m'a donné de savoir que je peux. Et puis, je savais que devant moi, il y avait de plus grandes portes qui m'attendaient. Donc, c'était ma toute première réussite en tant que BDiste. Et comment est-ce que tu as fait pour te connaître? Parce qu'il y a des personnes qui dessinent, qui travaillent, mais dans leur champ, ils ne sont pas vraiment connus. Comment est-ce que toi, tu as fait pour te connaître? Bon, je vais dire, dans un premier temps, c'est la manière qu'on vit avec les gens. Parce que les opportunités viennent de différentes manières. Des fois, tu peux être en présentiel. Des fois, tu peux trouver un lien. Des fois, tu es sur Internet. Des fois, c'est quelqu'un qui te connaît. Voilà l'avantage d'avoir des bonnes mentions de la part des gens qui nous entourent. Voilà.
mon premier contact s'est fait entre mon scénariste et moi, pas le premier contact. J'ai été contacté par ce scénariste, en fait, par le biais d'un ami. Parce qu'il était arrivé au Cameroun à la recherche des talents des BDistes camerounais. Voilà, il s'est rendu au salon du livre, mais il a trouvé quelques contacts et n'était pas vraiment convaincu. Il en voulait encore. Après ça, il s'est rendu au musée des arts contemporains où les étudiants de Roakele exposaient. Oui, il est arrivé, ils exposaient sur une thématique contemporaine. Il est arrivé, il a été impressionné. Bon, il a échangé avec le commissaire d'exposition. Et il se trouvait que ce commissaire d'exposition soit mon ancien camarade. Oui. Et mon voisin de banc à l'école. Je me rappelle quand on faisait seconde, quand il me voyait dessiner, lui-même était engagé dans la bande dessinée. Ça fait que quand il lui a dit, je cherchais des dessinateurs, des BD, il lui a dit que je connais quand même quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Il a dit, bon, ils ont fait l'échange des contacts. Et puis un soir, moi, j'étais chez moi à ne rien faire. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, je suis tel, on m'a donné ton numéro comme ça, ainsi de suite. On a arrangé un rendez-vous, c'est comme ça qu'on s'est vu. Bon, je lui ai présenté mes travaux naturellement. Il a beaucoup apprécié et puis il a formulé le premier projet. C'est vrai que c'était pas la forme d'origine, mais il avait un projet en tête. La première forme, on n'a pas été d'accord, mais la deuxième, on a adopté, puis ça a produit ce que vous voyez aujourd'hui pour une couleur de peau. Comme quoi, le réseau, il est important. Il faut connaître les gens, en fait. Oui, il est super important. Vous savez, si vous n'avez pas les bonnes relations avec les gens, personne ne pourra vous recommander. Dans le monde, ça marche comme ça, et même en entreprise. Vous voulez travailler quelque part, on va vous demander l'aide de recommandation. Une lettre qui dit que vous êtes une personne sociable, une personne régulière, une personne honnête. Il y a toujours ça. Et donc, si vous entretenez des mauvaises relations avec les personnes, personne ne pourra vous recommander. Donc, c'est comme ça que les rapports entre les personnes marchent. Donc, c'est super important. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord. Alors, Martini, parmi les réalisations les plus récentes, on a le Mpoué, réalisé avec Blanche Lancezeur aux éditions Funès, publié en 2020. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre-là? Voilà. Une œuvre qui a d'ailleurs suscité beaucoup d'encre et de salive, préciser. Voilà, contrairement à ce que beaucoup pensent, j'ai aussi été contacté par rapport à ce projet par concours de circonstances. Parce que vous voyez, l'éditeur Blanche Lancezeur a eu acheté notre album pour une couleur de peau. Ayant acheté l'album, elle a lu, elle a feuilleté, mon travail a retenu son attention. Oui. Voilà comment elle a décidé de me contacter. Bon, je ne sais pas comment elle a fait parce qu'elle me contacte par mon association Black Trek. Où elle a dit, je voudrais tel dessinateur pour telle chose. Ils avaient déjà leur scénario. Maintenant, il fallait quelqu'un qui soit du pays, qui ait un minimum d'expérience sur la tradition à développer. Voilà comment elle me contacte et que tout va de fil à aiguille. Ça veut dire que déjà, elle a vu le truc, en fait. Oui, c'est ça. Elle a vu vous savez, les éditeurs ont deux façons de fonctionner. Des fois, les auteurs viennent vers eux avec des projets tout montés. Des fois, il y a des auteurs qui viennent avec des scénarios plus matures que les dessins. Beaucoup retiennent d'habitude le scénario pour proposer un autre dessinateur au projet. Mais pour le cas du Mpoué, je ne sais pas si ça s'est passé ainsi, mais ils avaient déjà le scénario avant de me contacter. Maintenant, ils avaient juste besoin de la personne idéale pour illustrer le projet. Voilà, la phase graphique. Bon, m'ayant contacté, ils m'ont fait savoir que c'est après avoir lu la bande dessinée pour une couleur de peau, ils ont été intéressés par ce que je fais. Et voilà comment ils me contactent pour l'illustration de cet album-là. D'accord. Est-ce que toi, tu sélectionnes souvent les œuvres sur lesquelles tu vas travailler? Est-ce qu'on peut venir avec un projet, tu estimes que ça n'entre peut-être pas dans tes valeurs, dans ta ligne éditoriale, je sais pas. Est-ce que tu fais parfois ce genre de choix? Oui, justement. Il est vrai que je suis quelqu'un qui aime explorer les univers, mais j'ai les limites. Je suis un peu strict, comme je le suis envers moi-même. Et puis, mon éducation ne me permet pas de... Bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, si quelqu'un arrivait avec un projet qui contient des parties X. Oui, ce genre de projet, je ne ferai jamais. D'accord. Bon, il y a des projets discriminatoires, des projets peut-être sur le racisme. Si ça parle du racisme en positif, je vais le faire. Mais si c'est une façon de revendiquer dans rien, là, je vais pas le faire. Voilà. Donc, je sélectionne selon ma moralité ce qui me va, ce que je peux me mettre à enseigner aux gens et ce que je ne peux pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu as déjà rejeté beaucoup de projets comme ça? Bon, pas des projets à un certain stade. Oui, beaucoup m'ont présenté des petits projets, mais ce n'était pas si professionnel que ça. D'accord.
Et c'est vrai que j'ai tendais à oublier. J'ai parlé de l'album Pour une couleur de peau. Voilà. La première version parlait de la crise anglophone. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais je me veux apolitique. Oui, je ne veux pas aborder des thématiques politiques. Et donc, ça parlait d'une jeune fille anglophone qui arrivait à Yaoundé et qui subissait la discrimination. Compte tenu du contexte, non pas que la discrimination n'existe pas, mais compte tenu du contexte, ça allait agir comme si on versait de l'huile dans le feu, alors qu'il fallait plutôt apaiser les tensions. Voilà pourquoi je n'ai pas été d'accord avec cette version-là. Des gens qui se plaignent pour quelque chose, deux fois à raison ou un peu à tort, et on leur donne on leur ajoute des raisons à continuer de faire des casses. Pour moi, c'était ça. Et donc, cette première version-là, je ne l'ai pas approuvée. J'étais pas le seul. Les deux autres auteurs aussi étaient du même avis que moi. Voilà comment la version a changé. Et le titre, ce n'était pas encore le même titre. Parce que le titre a été donné par l'éditeur. Après avoir lu le projet, il a proposé. C'est lui qui a été adopté. Donc, pour dire, quand un projet va à l'encontre de mes valeurs personnelles, je ne vais pas m'y trouver. Jean-Martin Ngola est apolitique. Voilà. Et lorsqu'on regarde un peu les projets sur lesquels vous avez travaillé, on se rend compte que vous aimez bien le retour aux cultures, l'appropriation de nos cultures africaines. Lorsqu'on parle peut-être du Mpoué, c'est une œuvre qui nous plonge vraiment dans cet univers-là. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Comment est-ce que vous avez géré les points de vue qui divergeaient autour du contenu de ce travail-là? Voilà, je dis, il y a toujours les avis qui vont dans les deux sens. Oui. Quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, on ne pourra jamais faire une œuvre qui mette tout le monde d'accord. Et ça, il faut le savoir. Du moment où on s'engage à faire quelque chose, il faut avoir des raisons de le faire. Si je sais que ce que je fais est bon pour ma société, je vais le faire. Si quelqu'un arrive avec un avis qui n'épouse pas ma vision, je vais lui avancer mes raisons, quoi. Voilà de quelle manière j'ai géré. C'est-à-dire quand quelqu'un se plaint, par exemple, qu'on ne devrait pas utiliser les divinités d'autrui pour faire un buzz dans la bande dessinée, parce que ça, c'est un message que j'ai reçu de quelqu'un. Je lui ai simplement dit, vous jouez à des jeux vidéo qui épuisent dans la culture grecque, la culture romaine, la culture japonaise, toutes les cultures du monde. Et vous êtes fiers de le faire. Vous regardez des comics où on met des personnages comme les Thor, les Superman, tirés de certaines mythologies. Vous êtes fiers de le faire, mais pourquoi est-ce que lorsqu'on va exploiter notre propre culture, ça devient un problème? Ça veut dire qu'on ne comprend pas l'importance de la culture dans le développement d'un pays. C'est un peu ça. Des fois, on utilise la fiction pour parler d'un sujet que les gens maîtrisent ou auquel les gens ne prêtent pas attention. Oui. Je veux par exemple arriver et créer une bande dessinée qui s'intitule Francophone et anglophone camerounais. Je développe comme je veux, mais l'important de cette bande dessinée sera d'attirer l'attention des gens sur un conflit qui existait ou qui continue d'exister. La personne va chercher à savoir qu'est-ce que je veux dire à propos francophone et anglophone. Déjà, certaines personnes vont apprendre par là qu'il existe au Cameroun des francophones et des anglophones. Donc la culture, on peut s'en servir comme on veut pour véhiculer des messages, attirer l'attention et vendre l'image du pays. Voilà comment donc des gens qui se sont levés, je ne l'ai pas pris très mal parce que je sais que c'est normal. Il y a des critiques positives, négatives et des fois qui ne sont pas constructives même, qui sont intentionnelles, qui ne visent pas à édifier quelqu'un, mais juste à déstabiliser le moral. Donc, voilà. On rappelle que le Mpoué est disponible sur Amazon. Et où d'autres, aux éditions Félès? Pour le moment, aux éditions Félès. D'accord. Mais de temps en temps, j'ai des stocks disponibles. À chaque fois que ça arrive, j'en fais des publications. Pour le moment, ce n'est pas disponible chez moi. Ok. Et après le Mpoué, vous avez travaillé sur notre œuvre, L'escale des 1000 pintades. Oui. Dites-nous tout. Voilà. L'escale des 1000 pintades, c'est un projet qui parle de la culture burkinabé. Parce qu'au Burkinabé, il y a un certain sculpteur traditionnel du nom de Boumavé. Boumavé, c'est quelqu'un qui fait la sculpture des masques, tels que ses ancêtres les faisaient. Donc, elle est la dernière personne à perpétrer cette tradition-là. Alors, compte tenu de ces initiatives, le gouvernement l'a nommé Trésor public, Trésor national, pardon. Et cette bande dessinée visait maintenant à vendre l'image de cette personne-là. Parce que il faut que je rappelle que le scénariste qui émet l'idée a fréquenté cette personne à un moment. Voilà, ça veut dire qu'il a eu des raisons de le faire.
il a eu un besoin de faire cette bande dessinée-là. Ayant donc créé l'histoire, il a voulu avoir des mains différentes qui y travaillent. D'abord que le projet est africain, donc il y a eu des dessinateurs africains, il y a eu des dessinateurs européens, français, italiens et autres. Donc dans le projet, il y a même la mémoire, il y a même le regretté Kelly qui a travaillé dessus. C'était sa dernière bande dessinée avant qu'il ne décède. On lui rend hommage dessus à la dernière page. Donc pour dire voilà comment est-ce que le projet a été formulé. Je n'en suis pas parmi les créateurs, mais j'ai été contacté pour rendre la forme finale. Voilà. Alors, nous avons encore beaucoup de choses à découvrir sur notre invité Martini Ngola. Mais pour le moment, on va marquer une petite pause, question de prendre la plage publicitaire et on se retrouve juste après. Tu souhaites réaliser de beaux dessins numériques sur ordinateur? Tu as absolument besoin d'un petit bijou technologique qui va faire grimper ton talent à un niveau époustouflant. Les tablettes graphiques, oh là là, elles te permettent de dessiner avec une précision incroyable les bandes dessinées, les livres illustrés, les dessins animés et même de faire des simples illustrations. T'as accès à une palette de couleurs illimitée et à des outils numériques puissants. Dessine, fais des illustrations, retouche toutes tes photos en un claquement de doigts comme un ou une pro. Gilartist a tout prévu. On te propose une gamme complète de tablettes graphiques avec ou sans écran, de toutes les dimensions. Et le meilleur dans tout ça, ces merveilles commencent à partir de 60 000 francs CFA seulement. Cool, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai dit. Commande ta tablette graphique au 679 87 17 42 ou par mail etsj.lartiste@gmail.com. Gilartist et votre rêve devient réalité. Nous sommes toujours en compagnie de Martini Ngola, notre peintre, illustrateur et BDiste. À présent, nous allons découvrir ce qui se cache derrière ses œuvres. Généralement, lorsqu'on parle sur le plan technique, sur le plan du processus de création de ses œuvres et tout, on va le découvrir maintenant. Alors Martini, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Voilà, ça peut partir de n'importe quel objet, n'importe quelle chose, n'importe quelle entité. En général, chaque projet a son origine. Oui, des fois, ça peut partir d'une parole que quelqu'un prononce. Des fois, ça peut partir d'un problème que tu as connu. Des fois, ça peut partir d'une idée que quelqu'un te prête, ainsi de suite. Maintenant, l'orientation de ce travail vient dans la documentation que tu fais ou de l'appréhension que tu as du sujet. Voilà. Si quelqu'un dit, par exemple, les gens de Yaoundé, si quelqu'un me prête l'idée, il va falloir que j'entre dans la documentation, que je sache qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font. Et dans ce sens de recherche-là, je vais choisir ce qu'il y a d'essentiel sur ces personnes, m'attarder dessus. Voilà, quelle est ma position par rapport aux gens de Yaoundé? Je les approuve pas, ou bien je connais leurs problèmes ou je les connais pas. Voilà, c'est dans ces recherches-là que j'oriente mon projet. Voilà, après les recherches thématiques, je vais maintenant dans les recherches graphiques. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Ils ont des têtes longues, ils ont des têtes courtes, ils ont raison. Voilà comment est-ce qu'un projet est formulé de bout en bout. Dès que j'arrive là, puis il y a beaucoup d'autres étapes qui suivent. Rien ne se fait de manière imaginaire. À chaque sujet, il faut faire le minimum de recherche pour être sûr qu'on appréhende bien le sujet. Et puis, ça va comme ça même dans le sens graphique. Est-ce que le processus est pareil lorsque tu travailles sur tes propres projets et lorsque tu travailles sur les projets des autres? Oui. C'est le même processus. Je dirais, lorsque je travaille sur mes propres projets, il y a même plus de recherche parce que je suis appelé à tout rechercher. Quand je travaille avec un scénariste, il a déjà travaillé sur la narration, il a fait une bonne partie des recherches. Des fois, en racontant, il a une idée arrêtée. Il pense par exemple à une ville qui ressemble à, je ne sais pas, le marché du Kounou. Il va prendre une image et me donner. Il me dit, en décrivant ça, je pense à quelque chose de similaire. Déjà, au moment de dessiner, je vais m'appuyer sur cette image pour créer quelque chose. Là, il me donne ce qui le retient, soit la composition du marché, soit les couleurs, soit. Mais lorsque je travaille sur un projet personnel, je dois faire toutes les recherches. Et par conséquent, c'est plus de travail encore. D'accord. Et comment est-ce que tu qualifierais ta démarche artistique? Je dirais que c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Parce que je me reconnais comme théoricien. J'aime beaucoup me fier à la théorie dans tout ce que je fais. Parce qu'on dit souvent que tu ne peux pas t'engager dans un voyage sans savoir où tu vas. Il faut, même si tu veux apprendre à conduire la voiture, il faut d'abord connaître le code de la route. Le code de la route te permet de savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Comment est-ce que tu dois interpréter les différents obstacles sur ta route. Et c'est comme ça que je suis. À chaque fois que je fais un travail, je me fie d'abord au schéma qui existe. Oui, parce que ce soit en bande dessinée ou en peinture, il y a un schéma de travail qui existe. Je vérifie d'abord que je suis dans le canon.
Et maintenant, c'est là où je laisse recours à ma créativité. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu penses des arts visuels au Cameroun? Bon, les arts visuels au Cameroun, selon moi, il y a du potentiel. Seulement, ce sont les opportunités qui ne sont pas encore exploitées à juste valeur. Parce que je crois qu'avec Internet, nous avons la possibilité de faire exactement ce que font les autres ailleurs. Mais on a encore un retard. Je ne sais pas si ça vient de la mentalité des familles ou des parents. C'est vrai que la famille influence beaucoup. Parce qu'au moment où je vais m'asseoir pour dessiner, on va me dire fais ceci, fais cela, fais ceci. Et ce n'est pas évident. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents dans ce que je fais. Ça fait que je suis totalement libéré. Je ne subis pas des contradictions inutiles. Donc, je crois qu'il y a du potentiel, mais seulement il reste à faire pour ce qui est de la création de marché, la création des réseaux et des opportunités, en fait. Oui, ça, c'est ma lecture. D'accord. Et d'après toi, quelle place occupe la peinture dans le secteur des arts visuels aujourd'hui? Voilà. Dans mon pays, je dirais la peinture n'a pas de place. N'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de peintres talentueux, mais pourquoi? Parce que si je vais dans un lieu public, je demande combien d'artistes vous connaissez. J'interviewe 10 personnes, combien d'artistes vous connaissez. Peut-être les 9 vont me citer les musiciens. Et peut-être une personne va me citer les BDistes ou d'autres formes d'art. Les personnes vont penser à citer la peinture. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un manque de communication autour de l'activité? Pas qu'il y a un manque de communication, mais juste que c'est une place. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la peinture est toujours mise au second plan. Vous voyez dans la culture au Cameroun, même depuis le ministère, quand on parle des artistes, vous allez voir les musiciens qui vont sortir en courant. Voilà. Et puis, il n'y a que les peintres et leur entourage qui savent qu'ils sont artistes aussi. Vous voyez? Quand un peintre passe, vous n'allez pas montrer un peintre qu'on connaît officiellement au Cameroun. Il y a des artistes peintres, ils sont là, mais c'est les réseaux des peintres qui les connaissent. Mais les gens qui n'ont rien à voir avec les arts graphiques ne les connaissent pas. Pourtant, il y a de très bons peintres qui se vendent à l'international. Donc, je crois que c'est un problème culturel. Et si on reste dans le cadre des arts visuels, parce que la musique n'entre pas dans les arts visuels, quelle place occupe la peinture dans le champ des arts visuels? Bon, je dirais dans les arts visuels, la peinture est l'une des formes les plus en vue. Oui. Il y a la bande dessinée, il y a la peinture. La sculpture, bon, je connais des sculpteurs populaires, mais la sculpture n'est pas aussi populaire que la peinture. Parce que même dans la réalisation des monuments ici, c'est pas forcément les artistes reconnus qui le font. Donc, je veux dire, la sculpture n'a pas vraiment la place qu'elle mérite dans notre société. On espère que d'ici peu, les choses vont vraiment changer. Bon, nous le souhaitons. Surtout que les sculpteurs sont les seuls à savoir qu'est-ce qu'ils entreprennent dans ce sens-là. Je ne suis pas trop dans le milieu de la sculpture, mais je sais que tous les domaines essaient de se bousculer quand même, donc forcément, ça pourrait aller. Ok. Toi, en tant que professionnel, dans ton secteur du 9e art, quelles sont les difficultés que tu rencontres généralement? Voilà. Les difficultés sont différentes selon les domaines. Bande dessinée, peinture et tout le reste. D'abord, la première difficulté, c'est qu'on a du mal à croire aux artistes locaux. Et à chaque fois que tu vas postuler pour un certain travail, il faut des preuves de ce que tu as fait avant, ainsi de suite. C'est pas ça le problème. Après, notre pays n'est pas tellement habitué à la paperasse. On dit quand tu vas, par exemple, faire un marché de peinture, normalement, ça devrait commencer par une offre. Et toute la paperasse qui suit juste un contrat bien déterminé. Ça fait qu'après 10 œuvres, tu as déjà un CV assez lourd si tu as quelque chose à prouver à l'international. Mais là, ça ne se fait pas. Ça veut dire, vous concluez un truc comme ça, la paperasse, les gens mettent 2 fois. Les clients font comme s'ils allaient se cacher un peu. C'est-à-dire, beaucoup ne veulent pas qu'on sache que c'est leur travail. Les gens ont des raisons. Il y a des hommes politiques, il y a des hommes. Bref, on gère comme ça. Ça, c'est en peinture. Voilà un problème. Il y a aussi le problème de matériel et de matériaux. On n'a pas toujours les bons outils pour travailler. Des fois, tu vas faire un truc à l'acrylique, tu arrives au marché, tu vois pas les couleurs que tu veux, tu vois pas la marque de couleur que tu veux, obligé de faire avec des peintures qui se superposent à 5, 6, 7 couches pour avoir l'effet escompté. Il y a ça c'est pour la bande dessinée. Pour la peinture, pardon. Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais ça, c'est les problèmes principaux. Voilà. Maintenant, dans la bande dessinée, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas le marché qui va avec. Quelque part, on va dire, nous avons les éditeurs, mais moi, je vais dire, oui, c'est les éditeurs, c'est déjà quelque chose, mais ce ne sont pas des vrais éditeurs. Parce que du moment où un éditeur édite une bande dessinée sans payer la vente des droits d'auteur à l'artiste, pour moi, c'est pas un éditeur, parce que sinon, comment l'artiste va faire pour vivre pendant qu'il va réaliser la bande dessinée? La qualité ne pourra même pas être au rendez-vous. Ça fait qu'il va bâcler le travail parce que ça ne rapporte rien.
Le soir, il vient dessiner en journée, je ne sais pas faire les parpaings, charge des voitures. Moi, je dis que c'est la base. Il y a de bons artistes, mais l'industrie n'y est pas. Ouais. Oui, donc ça, c'est le gros problème que nous pouvons décrire. Et je dis souvent aux jeunes, si quelqu'un veut vivre de la bande dessinée, qu'il essaie de regarder de l'autre côté. Ça implique de se mettre au niveau des autres. Mais du moment où tu t'édites de l'autre côté, tu peux vivre de ce que tu fais. Mais si tu te cantonnes à ce qui se fait ici, tu vas tourner après des années, tu vas te dire que c'est pas possible de vivre de ça et puis tu vas laisser tomber. Ce qui veut donc dire que Martinique, voilà, pense qu'il n'est pas possible pour un artiste de vivre de son œuvre uniquement au Cameroun. Grâce pas uniquement au Cameroun, grâce au marché camerounais. Parce que moi-même, je vis au Cameroun. Oui. Je vais dire, quand quelqu'un te propose, par exemple, 2000 francs sur une bande dessinée, pour avoir 100 000 francs, il faut dessiner combien de planches? Par exemple, vous voyez que ça, c'est même un peu insultant. Parce que on te donne 2000 francs sur une page couleur. Tu vas faire un crayonné. Bon, laissons la partie de la conception. Tu vas faire un crayonné, tu vas faire l'ancrage, tu vas faire la couleur, tu vas faire le litrage pour 2000 francs. Maintenant, tu fais une planche, tu mets à côté. Une deuxième, tu as 4000 francs. En un mois, tu vas faire combien de planches pour payer la facture de la maison? Tu vas faire combien de planches pour payer l'eau? Tu vas faire combien de planches pour rationner? Donc, je dis, le marché, moi, je dis qu'il n'existe pas. Faut pas qu'on se mente. Les gens impriment des bandes dessinées, vendent, mais le marché de l'édition au Cameroun, le domaine de l'édition n'est pas encore ça. Les artistes ne peuvent pas vivre de la bande dessinée en travaillant avec des éditeurs d'ici. Je ne sais pas s'ils ont d'autres moyens de leur fournir de l'argent, mais moi je sais que principalement, lorsqu'un auteur travaille, c'est l'avance des droits d'auteur qui lui permet de survivre, de tenir durant le travail. Ok. C'est ça. Et toi qui as déjà eu l'occasion de travailler, ou toi qui travailles même déjà à l'international, je suppose que naturellement, tu es plus expérimenté. Est-ce que il y a des pistes, déjà pour quelqu'un qui est au Cameroun, qui n'a pas forcément le réseau, qui ne connaît pas forcément les gens? Est-ce qu'il y a des actions que cette personne-là peut mener pour pouvoir gagner des marchés à l'extérieur? Oui, ça existe, surtout avec Internet. Il faut d'abord que la personne ait un bon portfolio. Oui, le portfolio, c'est cela qui te permet de te vendre. Parce que lorsque quelqu'un arrive, j'ai vu beaucoup d'éditeurs européens qui ont fait des demandes comme ça. Ça a circulé dans les groupes WhatsApp, c'est-à-dire je recherche des BDistes camerounais, je recherche 10 personnes vont envoyer des portfolios, mais peu de portfolios vont être retenus parce que le travail n'est pas au standard demandé. Ça, c'est déjà la première des choses. Si quelqu'un est rigoureux envers lui-même et qui met son travail au niveau demandé, qu'il accepte bien sûr d'apprendre. Parce que je peux dessiner comme tous les dieux, mais si je n'apprends pas la théorie sur la bande dessinée, je ne suis pas un BDiste. Voilà. Il y a déjà ça. Du moment où c'est fait, il y a des sites internet. Même si tu tapes éditeur camerounais, éditeur japonais, éditeur, tu vas voir. Même ailleurs, c'est ce qui se fait. Un auteur travaille, il envoie son projet par mail. Et en envoyant par mail, il attend, dès qu'il a une réponse favorable, ça suit. Des fois, on peut te faire des propositions qui ne t'arrangent pas, parce qu'il y a des éditeurs même de l'autre côté qui ne proposent pas grand-chose. Et si tu regardes cette bande dessinée, va me prendre 6-7 mois de travail. Et ce qu'on me donne par derrière, il n'est pas bon. Ça vaut mieux s'arrêter. Mais avec Internet, il y a tellement de possibilités. Donc, on ne peut plus se lamenter aujourd'hui d'être soit en Afrique, soit en Europe. Voilà. Donc, si on met la main à la pâte avec tout ce qu'on a, tout est déjà possible. Ok. Il y a une actualité qui est très forte dernièrement, l'intelligence artificielle, qui tend à remplacer pas mal de métiers. Est-ce que tu penses que ton métier à toi est en sécurité? Voilà. Avec l'intelligence artificielle, personne n'est en sécurité. Voilà. Mais la capacité première de l'homme, c'est de s'adapter. Parce que même derrière cette intelligence artificielle, c'est des gens qui pensent. Vous voyez, quand les appareils font des mises à jour, c'est parce que des problèmes se posent. On crée une intelligence artificielle, on remarque que les artistes ont trouvé un moyen de contournement. On va adapter l'intelligence artificielle pour pallier à ce problème et contrecarrer les artistes. C'est comme ça. Maintenant, les artistes, par contre, doivent réfléchir autrement. C'est justement pour ça qu'on a la chance d'être africain. Moi, je dis qu'on a cette chance. Pourquoi? Parce que la culture africaine n'a pas été tellement théorisée. Vous voyez, ça reste dans nos têtes, dans nos poches. Ça fait que l'intelligence artificielle n'a pas accès à certaines informations. Vous voyez.
Du coup, ce que je produis, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Oui. Voilà. Oui, ça, Donc, je ne vais pas me mettre à écrire ça, poster partout. Non, je sais que dès que je publie, ça prend et puis ça tourne. Voilà comment nous, on peut contrecarrer ça en tant qu'Africains. Ok. Mais sur le plan graphique, personne ne peut faire le poids avec l'intelligence artificielle. Oui. En quelques secondes, quelques minutes, ça te produit des images hallucinantes, mais si tu vas dans ce sens-là, c'est mort d'avance. Donc voilà mon avis dessus. Ok, d'accord. Alors, quels sont les artistes camerounais qui te marquent le plus de par la qualité de leurs travaux? Voilà. Je vais déjà dire, beaucoup d'artistes camerounais font des travaux qui m'impressionnent. Oui. Mais chacun dans un sens. Oui, parce que j'utilise beaucoup la critique. Chacun dans un sens. Bon, dans le côté graphique, il y a des Pondy George, des Showbiz, des Alone. C'est vrai que il y a avec leur groupe, ça devient un peu la même chose. Bon, il y a beaucoup d'autres, mais pour dire vrai, voilà les personnes qui font vraiment ce qui sort du commun. Oui. Il y a beaucoup d'autres jeunes dessinateurs qui viennent en arrière, mais pour les ténors, je peux compter ces deux-là. Ok. D'accord. Ça, c'est pour ce qui est du dessin. Mais la peinture, les peintres ne sont malheureusement pas connus. Je connais beaucoup de bons peintres que, bon, il y a que moi qui connais en tout cas. On n'essaie jamais. On fait quand même essayer. Voilà. Il y a par exemple le Bristala. Bristala, c'est un très bon peintre. Il fait dans les portraits, fait dans les paysages et tout. Il y a par exemple le feu Maxime Bailly, bon, qui a disparu sans savoir comment, qui était également un très bon peintre. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Ils sont très nombreux partout là, mais je suis sûr que je peux aller jusqu'à 10 noms. Sauf les affinités scolaires, familiales, les gens ne les connaissent, au public, le grand public ne les connaît très pas. En tout cas, Gilles Assis s'est donné pour mission de mettre en lumière les aspects des arts visuels, donc automatiquement, on va se battre à notre niveau de... Voilà, ça c'est déjà une très bonne initiative. Alors, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans la peinture, dans la bande dessinée, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, je vais d'abord l'envoyer faire un test. Le test, c'est de savoir s'il est passionné. D'accord. Oui, ça c'est la première des choses. Parce que si je vois ma fréquence de travail, quand je vois ma fréquence de travail, je me dis souvent que si c'était quelqu'un qui m'envoyait faire ça, j'aurais à déserter depuis. Mais quand on fait quelque chose par passion, ça ne pèse pas. Oui. On a des raisons que les autres ignorent de le faire. Donc, premièrement, que celui-là se rassure, il est passionné. Et ce n'est que s'il est passionné qu'il peut suivre ce que je vais dire après. Ok. Après, maintenant qu'il sache que tout réside derrière l'apprentissage et le travail, même si je pense que je suis bon, je peux apprendre même de celui qu'on considère moins bon que moi. Oui. Dans là, il y a beaucoup de critères. Et puis, celui qui appréhende mieux les sujets, celui qui les reproduit mieux, il faut pouvoir identifier celui qui appréhende mieux que toi, celui qui dessine mieux que toi et apprendre de ces personnes. Voilà. Humble, en fait. Oui. Apprendre la théorie de chaque domaine dans lequel on fait. Ça, c'est plus important encore. Parce que même si je chante comme tous les dieux, si je n'ai pas la théorie de la chanson, le jour où j'arrive dans une compétition professionnelle, on va me mettre des fautes qui vont faire que peut-être je vais désister. Voilà. Apprendre déjà ça. Après, savoir saisir les opportunités. Ça, c'est la dernière des choses. Du moment où tous les trois premiers critères sont, il faut pouvoir saisir les opportunités. Il faut être curieux. Sur le net, il y a des annonces, il y a des sites, il y a des offres comme ça partout. Tu entres, tu essayes, même si tu sens que tu n'es pas éligible, essaye quand même. Après, ça pourrait te ramener quelque chose. Donc, qu'ils sachent enfin qu'Internet, c'est déjà comme le dit pour ça dit les suivre là. Tu n'es pas obligé de voyager pour pouvoir faire X ou Y chose. Oui. Les gens qui, derrière le projet Internet, disaient on allait être dans un village planétaire. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Un truc se passe au Japon, tu postules depuis l'Afrique, ça se passe aux États-Unis, ainsi de suite. Et du moment où c'est bon, c'est bon. Il y a un auteur camerounais que je connaisse, Théodore Ekane, qui a gagné un concours manga au Japon. Oui, parce qu'il a postulé, il a gagné. L'œuvre, on l'a lu sur Internet, c'est super intéressant. Donc, il suffit de bien faire. Ce n'est plus l'ère où on criait au racisme partout. Quand tu fais bien, tu vas percer. C'est un peu comme les footballeurs africains qui se démarquent en Europe. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, même si le racisme n'a pas disparu, gagner de l'argent avec ce qu'on fait, quand on fait bien, c'est toujours possible. La compétence, en fait. Voilà. Quand tu es compétent, tu peux pas... C'est comme ça, la compétence ne disparaît pas pour rien. Ok, à présent, nous allons passer à une phase un peu particulière. Le principe, il est simple. Martini Ngola va fermer les yeux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner successivement 3 mots.
Et tu vas dire ce que ce mot-là signifie pour toi, ce que ça t'inspire. En fait, tout ce que tu veux en rapport avec ce mot-là. D'accord. Alors, le signal, il est donné. Oui, Martini doit fermer les yeux. Alors, Martini, Oui. famille. Famille, c'est tout ce qu'il y a de plus cher pour moi. Et ça devrait être le cas pour toute personne. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'on vient. Et même quand tout va mal, c'est les premières personnes à nous soutenir. Toujours? Ok. Organisation. Organisation, c'est ce qui nous permet d'atteindre les objectifs. Parce qu'on peut avoir les plus beaux rêves du monde. Du moment où on ne s'organise pas, du moment où on ne coordonne pas ce qu'on a envie de faire, c'est l'échec. Donc, c'est la seule voie qui mène à la réussite. Et quelle place occupe l'organisation dans ta vie? L'organisation, c'est une place de choix. Parce qu'à chaque projet, il faut une organisation. Surtout pour des freelancers qui travaillent sur plusieurs projets à la fois. Il faut faire des heures de travail distinctives. Il faut en fait planifier, tout planifier d'avance, que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'énergie à donner, que ce soit. Donc l'organisation, c'est vraiment ce par quoi on ne pourrait pas prétendre pouvoir réussir. La guerre. Ça, c'est une calamité. Ça, c'est la chose qui ne devrait pas exister. Mais bon, comme on est des humains, on fait avec. Mais c'est la pire des choses. Du moment où la guerre s'installe, on ne sait plus quand est-ce qu'elle pourrait repartir. Donc, s'il y a une chose à ajouter, c'est bien celle-là. Ok, c'est bon. Tu m'ouvres les yeux, Martini. Vous avez ajouté les lumières. Non, pas du tout. C'est pas maman que tu l'as fait. L'une des choses que Martini Ngola aime bien faire, c'est dessiner. Et on va passer une phase très pratique maintenant. Il va dessiner ce qu'il voudra, qu'il va par la suite offrir à Gilles Artiste. Voilà, donc Martini, on te met un beau travail. Tu as 10 minutes max. Que tu aies terminé ou pas, on arrête et on fait avec. On va garder ça précisément comme souvenir. Ok, c'est parti. Martini va s'installer. Bravo, ma préparée. Voilà. Martini, tu as eu 10 minutes pour réaliser un dessin dédicacé à Gilles Artiste. Est-ce que tu peux nous expliquer ton chef-d'œuvre? Voilà. Dès qu'on m'a parlé d'un dessin à faire pour la maison de Gilles Artiste, c'est la première idée qui m'est venue en tête, Gilles Artiste lui-même. Parce que quand je le vois avec sa petite couette sur la tête là, je suis tout tenté de dessiner ça. Et puis, nous savons que c'est le fournisseur numéro 1 des tablettes à Yaoundé. Donc, le dessiner sans ces appareils aurait été un peu loin. Donc, à chaque fois que quelqu'un verra cette image, celui qui le connaît saura que c'est de lui dont il est question. Surtout que ce n'était pas un portrait fidèle, donc c'était juste une simple représentation. Donc, je pense que la coiffure plus la tablette vont faire l'affaire. On va le reconnaître. Voilà tout. En tout cas, c'est un très beau dessin. Merci beaucoup. Merci on va le garder également. précieusement. À chaque fois qu'on va regarder cette photo, on va se souvenir de Martini Ngola, qui est passé à Artiste d'Exception. Et de Gilles Artiste 2023. Oui. Alors, Martini, oui. C'est quoi les projets en cours? C'est quoi le projet dans 3 mois, 6 mois? Voilà. En cours, je travaille sur un projet webtoon qui pourrait aussi finir en album papier. Okay. Si le contrat est bien conclu. Voilà, le projet, il a 15 épisodes en tout, mais j'en suis au 13e. Oui, phase ancrage du 13e. Du moment où j'aurai terminé, ça sera officiellement lancé sur la plateforme ONU. Okay. Oui, maintenant, par la même occasion, je suis en train de travailler sur un projet personnel qui va s'intituler Fugace. C'est tout ce que je peux dire à propos. C'est un projet super africain et il est très ambitieux, donc j'espère qu'il fera son effet. Je compte l'enchaîner directement après le projet Webtoon qui s'intitule Les Sapeurs de Yaoundé. Okay. Donc, si tout se passe bien, vous allez connaître les Fugaces et ce qu'il en est. Et surtout que Dieu nous donne la vie et afin d'y arriver. On a hâte. On a hâte. Merci beaucoup. Beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci. Pour la suite. Alors, on fait comment? On vous retrouve sur les réseaux sociaux? Voilà. Je suis essentiellement sur Facebook, sur le compte Lou Digital Art, pour ceux qui veulent suivre mes créations. Sinon, en tant que personne, c'est Martini Ngola sur Facebook toujours.
Instagram et les autres réseaux, j'y suis, mais là, je ne publie pas. C'est un choix personnel. Je ne suis pas comme tout le monde. C'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup d'avoir Merci accepté notre également. invitation. Merci de t'être livré à mes jeux. C'était un honneur pour moi. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Qui sait, peut-être au BD Festival qui se tiendra d'ici le mois de novembre. Il y a toujours des événements. On se revoit un jour. Merci. Bon retour à domicile. Merci également, vous aussi. Merci. Vous arrivez en bonne santé d'où vous venez. Amen. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin de ce programme. Nous espérons que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à regarder encore et encore. Vous pouvez regarder l'émission à volonté, hein. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Gilles Artiste, et nous contacter en cas de besoin sur les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Artistes d'exception. Prenez soin de vous et valorisons nos artistes. Bye bye. À vous, ma préparée.